bienvenue sur ma chaîne YouTube R116 TV. Nouvelle saison et nouveau format avec cette vidéo où je vais vous présenter mes avis personnels, majoritairement sur le football féminin et un peu aussi sur le football masculin. En plus de mes avis, il y aura agrémenté dans cette vidéo quelques extraits pour rendre cette vidéo plus dynamique et plus riche. Derrière moi, un mot sur le décor. À ma droite, un maillot qui date de quelques années de la capitaine actuelle de l'Egypte Charente, Sigatandia, numéro 22. Et à ma gauche, le maillot en équipe de France de Camille Abilly, numéro 10, qui a pris sa retraite internationale il y a une saison et qui a pris sa retraite définitive cet été. Donc voilà pour cette introduction. Au programme de ce premier numéro, je vais vous parler de l'équipe de France U20 féminine qui a disputé la Coupe du Monde cet été. Je vais ensuite enchaîner sur l'équipe de France A senior féminine qui a fait sa rentrée en battant le Mexique 4-0 en match amical. Ensuite, je vous parlerai de la D1 féminine ainsi que du nouveau diffuseur Canal. Et je terminerai sur un avis sur deux coachs qui sont Didier Deschamps et Bruno Genesio. Et je vous montrerai les vidéos de l'entrée en lice en Coupe de France de l'équipe de foot du 16 Saint-Michel, une équipe en Charente qui joue dans la Ligue de Nouvelle-Aquitaine, qui a donc passé 2 tours, qui les a gagnés, qui va disputer le 3e dans quelques jours. Donc voilà, ce sont 2 matchs que j'ai filmés et je vous partagerai les buts. Voilà donc pour ce programme, j'espère qu'il va vous plaire et je vous souhaite un bon visionnage. Me voici de retour pour évoquer la Coupe du Monde féminine U20 qui s'est déroulée cet été du 5 au 24 août en Bretagne, à Dinan-Léon, Concarneau, Saint-Malo et Vannes. Vannes où ont eu lieu la petite finale et la grande finale. Petite finale à laquelle a participé l'équipe de France, on le verra par la suite. L'équipe de France qui est donc entrée dans ce mondial en battant le Ghana 4-1. Première mi-temps 3-0, donc une très bonne entrée en matière. Deuxième mi-temps où l'équipe de France s'est un peu plus relâchée et a pris même un but du coup et on a remis en fin de match, donc en gagnant 4-1, donc il y a une bonne entrée en matière. Le deuxième match a été plus compliqué face à la Nouvelle-Zélande, un bloc bas et très compact des Néo-Zélandaises. Les Bleus ont longtemps buté dessus et au final n'ont jamais réussi à marquer. Bon, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de critiques négatives là-dessus, mais après il faut aussi dire que c'est pas évident de jouer contre une équipe qui joue comme ça, avec un tel bloc, qui joue vraiment pour ne pas prendre de but. Alors qu'à ce moment-là, la Nouvelle-Zélande était très loin de se qualifier, et au final ne s'est pas qualifiée. Donc c'était pour moi une erreur stratégique de leur part. Enfin, pour le dernier match, l'équipe de France affrontait les Pays-Bas. Pays-Bas qui comptait déjà 2 victoires et était déjà qualifiée. Mais l'équipe de France se devait de gagner pour se qualifier. Chose faite, 4-0, dont un triplé d'Amélie Delabre, la nouvelle attaquante du FC Metz, ancienne attaquante de l'AS Saint-Etienne. Bon, il est vrai, comme je disais, que les Pays-Bas étaient déjà qualifiés, mais bon, ça n'enlève pas non plus le mérite de cette équipe de France, qui a quand même réussi à marquer encore une fois 4 buts contre les Pays-Bas, qui est une équipe difficile à jouer quand même. Donc voilà, 7 points en 3 matchs, qualification pour les quarts de finale, où l'équipe de France a retrouvé la Corée du Nord, qui les avait battus 2 ans plus tôt en finale de la même Coupe du Monde U20. Cette fois-ci, les Bleus ont réussi à passer l'obstacle coréen du Nord en les battant 1-0 suite à un penalty sur une main donc on peut discuter. Bon, c'est vrai que c'est toujours compliqué à arbitrer sur les mains. Bon, là, on va dire que la Corée du Nord n'a pas du tout joué en plein mi-temps. Je ne sais pas pourquoi, mais ils ont attendu les Bleus sans rien faire. Deuxième mi-temps, c'est pris ce penalty et après a vraiment décidé de jouer et d'attaquer, mais s'est heurté au bloc défensif français qui était bien en place et qui a tenu pour au final une qualification en demi-finale avec cette victoire 1-0 donc sur un but sur penalty. En demi-finale, là ça a été beaucoup plus compliqué contre une superbe équipe espagnole qui, on va dire, nous a globalement dominé tout le match. Donc voilà, mais le scénario a fait qu'on aurait quand même pu espérer beaucoup mieux puisque l'Espagne s'est retrouvée à la 60e minute à 10 contre 11 suite au deuxième carton jaune d'une Espagnole. Et à un quart d'heure de la fin, nous avons bénéficié d'un penalty qui a malheureusement été raté par Marie-Antoinette Katoto. Donc voilà, défaite 1-0. Le scénario peut-être un peu cruel, mais bon, sur l'ensemble du match, c'est tout à fait logique que l'Espagne se qualifie en finale, puisque l'Espagne a clairement montré qu'il était plus fort que nous. Donc d'ailleurs, l'Espagne qui s'est qualifiée pour la finale face au Japon, clairement les 2 meilleures équipes de cette Coupe du Monde et de loin. Finale remportée par le Japon, une magnifique finale. Tout d'abord, c'est l'Espagne pendant 30-35 minutes qui a mis une pression de folie sur le Japon, mais sans malheureusement pour eux arriver à marquer. Et au final, c'est le Japon qui arrivait à marquer le premier but, qui a mis un gros coup sur la tête aux Espagnols. Les Japonaises ont rajouté un deuxième puis un troisième but. Les Espagnols ont réussi à marquer un but pour sauver l'honneur, mais voilà, ça a juste sauvé l'honneur justement. Et les Japonaises ont gagné cette Coupe du Monde 3-1 au terme encore une fois d'une superbe finale. Et l'équipe de France de son côté a joué la petite finale contre l'Angleterre
a pris un but en début de deuxième mi-temps, a réussi à revenir encore sur un penalty, un partout, et c'est malheureusement au tir au but, puisqu'il y a peu de prolongation, que les Françaises ont échoué face à l'Angleterre. Mais bon, je trouve que l'ordre final de cette Coupe du Monde, à savoir premier Japon, deuxième Espagne, troisième Angleterre, quatrième France, résume vraiment bien cette compétition. Compétition dans laquelle, à l'inverse de la Coupe du Monde senior masculine, le foot de possession a mieux marché, avec donc en finale le Japon et l'Espagne qui sont deux équipes qui ont vraiment tenu beaucoup le ballon, avec un super collectif, bien organisé, et encore une fois vraiment une belle finale disputée. Si vous ne l'avez pas vu, essayez de la revoir sur internet, voilà, c'est vraiment une super belle finale. Concernant l'équipe de France, en comparaison du Japon et de l'Espagne, il y a énormément de travail parce que l'équipe de France est encore loin de ce niveau-là. Il y a eu des bonnes choses, des choses un peu moins bien. Dans les joueuses que j'ai bien aimées, Maëlle Lacrar, qui n'était pas titulaire au début, qui s'est vraiment imposée derrière. Alors une super joueuse. J'ai bien aimé aussi Julie Thibault, qui a fini capitaine. Salma Bacha, qui vraiment monte en régime au poste de latéral gauche, alors qu'elle est encore très jeune, bon, comme ses coéquipières, mais elle surtout, vu que c'est une joueuse qui est née en 2000. J'ai bien aimé aussi Sana Daoudi, qui est arrivée aussi pas forcément titulaire au premier match, mais qui après s'est imposée au milieu, même s'il n'a pas non plus été phénoménal, mais voilà, elle a été une travailleuse de l'ombre avec un travail qui a été essentiel à l'équipe. Donc voilà, Mylène Chavas derrière dans les buts, bon, on l'a pas pu trop la voir, elle qui a été élue meilleure gardienne à la Coupe du Monde 2016, la Coupe du Monde précédente, Coupe du Monde U20. Qui d'autre j'ai noté? Alors Anaïta Zamanian, super joueuse technique, voilà, que j'adore, sauf que le problème c'est qu'il manque encore beaucoup de choses, vraiment qu'elle travaille beaucoup pour notamment gagner en volume de jeu et puis faire vraiment les bons choix quand il faut, parce que c'est ce qui lui manque, parce qu'elle a un toucher de balle vraiment magnifique, elle est très élégante à voir jouer, elle me rappelle un peu Griezmann, mais voilà, il manque cette puissance, ce volume. Parce que voilà, on sent qu'elle a du feu dans les pieds, mais ça se concrétise que très peu par rapport à son potentiel. Donc là, elle est signée au PSG. Et ben, j'espère qu'elle a beaucoup bossé pour vraiment monter en niveau. Voilà, parce que c'est une joueuse dont j'attends beaucoup. Devant, bon, Amélie Delabre a mis 4 buts dans cette Coupe du Monde, comme Émile Laurent, si je ne me trompe pas. Là aussi, voilà, il reste encore vraiment beaucoup de travail pour ces joueuses-là, notamment sur les côtés aussi Sandy Baltimore, Melvin Mallard. Voilà, techniquement, il faut vraiment beaucoup travailler parce que c'est encore juste comparé, encore une fois, aux Japonaises et aux Espagnoles qui sont vraiment techniquement vraiment très très fortes. Voilà, au niveau de ce qui n'a pas été, et bon, tout le monde l'a remarqué, Marie-Antoinette Katoto a complètement raté sa Coupe du Monde. Bon, faut dire que pour moi, elle n'a pas été mise dans les bonnes conditions en étant déjà mise capitaine. Alors, je comprends pas du tout ce choix de Gilles Kem, le sélectionneur, puisque Katoto, pour moi, n'a pas du tout le profil d'une capitaine, elle qui a déjà beaucoup de mal à s'exprimer en public. Bon, dans les vestiaires, c'est sûrement différent, mais bon, c'est vraiment pas une joueuse que je sens pour être leader. Déjà qu'elle a déjà pas mal de pression par rapport à son statut de buteuse qui a fait une super saison au PSG. Elle est encore, voilà, encore très jeune, donc comme les autres, mais encore une fois, elle a moins ce statut de capitaine. Donc voilà. Puis J.D. Kem a quand même été dire avant la Coupe du Monde qu'il l'a trouvée plus complète, que le sommaire est meilleur. Voilà, niveau pression, il n'y a pas mieux pour lui en mettre encore plus. Donc là, c'est pour moi vraiment une grosse erreur de communication. Parce qu'on parle quand même de Lo Sommer, qui est une des meilleures attaquantes au monde, qui est toujours au moins dans les 20 meilleures joueuses mondiales. Donc voilà, on ne parle pas de n'importe qui. Et voilà, malheureusement, Marie-Antoinette Katoto a fait ses 2 premiers matchs. Bon, une passe décisive, mais bon, comparé à ce qu'on attendait d'elle, c'était pas du tout ça. Et après, du coup, elle a complètement perdu sa place, jusqu'à rater ce tir au but en demi-finale contre l'Espagne. Et voilà, maintenant, elle doit être vraiment au 36e dessous mentalement, surtout que J.D. Kem, alors de manière implicite, mais l'a dézingué en conférence d'après-match, après la Coupe du Monde, après le match contre l'Espagne, je crois. Donc voilà, donc je sais pas comment elle va redémarrer sa nouvelle saison au PSG et en équipe de France, parce qu'on attendait en équipe de France A. Donc pour l'instant, Corinne Dac n'a pas convoqué du 20, on va voir pour sa prochaine sélection. Et voilà, il faudra vraiment que Katoto se remette bien, parce que là, mentalement, ça va être très 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 compliqué pour elle. Et voilà, ça qui est bête, parce qu'elle a vraiment le potentiel. Mais dans cette Coupe du Monde, il faut dire les choses telles qu'elles sont, elle s'est complètement ratée. Et encore une fois, je pense que son sélectionneur l'a pas mise dans les bonnes conditions.
Donc voilà pour ce que je pouvais dire pour cette Coupe du Monde U20. Je vous propose tout de suite de vous remontrer ou vous montrer, si vous ne les avez pas vus, les 10 buts marqués par cette équipe de France dans cette Coupe du Monde. Awarded, which Laurent dispatched beautifully to make it 1. De retour pour cette fois-ci évoquer l'équipe de France senior qui a fait sa rentrée face au Mexique en remportant aisément le match amical 4-0 disputé à Amiens au stade de la Licorne. Voici le compo de départ avec Sarah Boli dans les buts, Amel Majri latéral gauche, dans l'axe Annick Butel, Gridjembok, latéral droite Marion Torrent, milieu de terrain Amandine Henry et Grace Gayero. Devant Majri et Le Sommer, Tiné numéro 10, Cascarino sur la droite, et devant en pointe Kadietou Diani, qui était testée en A à ce poste-là pour la première fois, alors qu'elle avait déjà testé ce poste dans l'équipe de France jeune. Donc ça lui a réussi, puisque c'est elle qui a ouvert le score sur un ballon dans la profondeur. Voilà, elle a fait un crochet à la gardienne. La gardienne était sortie très loin de ses buts, et donc a marqué tranquillement dans le but vide. Il y a eu 1-0 à la mi-temps. Une première mi-temps que Corinne Diacre n'a pas vraiment aimé. Alors comparé à ce qu'on avait pu voir avant, notamment par exemple à l'Euro 2017, où il y a eu vraiment beaucoup de purges, c'était pas trop mal, même si ça pouvait être évidemment bien mieux, mais bon, c'était pas trop mal, ça se laissait regarder comme on dit, avec notamment beaucoup de centres de la gauche de Majri, de la droite de Cascarino, donc c'était quand même assez plaisant, même si c'est vrai que c'était pas non plus la folie ultime, quoi. Et donc deuxième mi-temps où les Françaises ont, on va dire, mieux redémarré et donc ont pu mettre 3 buts, un premier but de renard des surfaces de Gaëtan Tiné et ensuite un doublé de Ginny Le Sommer avec un troisième but magnifique et un quatrième but donc qui est un penalty puisque la gardienne avait fauché Amel Majri qui avait débordé sur le côté gauche, bien lancé en profondeur. Donc voilà, que dire de ce match. Tout d'abord parler du positionnement de Majri comparé à Torrent, ça a bien été expliqué pendant le match. C'est que Torrent, on sait que c'est vraiment une défenseuse qui va rester là, qui va faire quelques montées, mais alors, au final assez peu. Alors qu'à l'inverse, Majri, c'est vraiment une joueuse qui à la base qui n'est pas latérale gauche. Et on sait qu'elle aime bien jouer offensive. Et vu qu'il y a Le Sommer devant elle, on sait très bien que Le Sommer veut laisser le couloir pour elle décrocher et être en soutien d'attaquante donc de Diani. Et Majri va avoir le couloir libre pour elle, donc c'est quelque chose qui est travaillé. On lui demande beaucoup monter. Et donc derrière, ce sera soit l'axial gauche, soit le milieu de terrain le plus proche de venir compenser. Parce qu'évidemment, il ne faut pas oublier le travail défensif. Bon, contre le Mexique, il n'y a pas eu beaucoup de travail défensif à faire, même s'il y a eu une ou deux occasions par-ci par-là. Mais bon, c'était assez limité. Bon, contre les gros, il faudra faire même plus attention à ça. Personnellement, moi je pense que, vu que Majri là, va aller à Lyon, logiquement, va passer un cran plus haut, vu que l'OL a recruté une latérale gauche Caroline Simon et que Sam Bacha continue à monter en régime à ce poste-là. Je pense que Majri va définitivement entre guillemets abandonner ce poste et rester vraiment un cran plus haut. Et en équipe de France, pour moi, il faudra vraiment qu'elle joue à ce niveau-là et que derrière, on puisse voir Karchaoui, Sakina Karchaoui. Et voilà, que Majri ne reste pas à ce poste-là, parce que pour moi, si elle partait de plus haut, ça serait quand même un peu mieux que de voir partir de plus bas. Après, c'est vrai que son jeu est fait
de beaucoup de provocations, donc des fois c'est vrai qu'elle peut peut-être en faire trop, perdre la balle, mais après ça reste son jeu. Donc qu'on n'aime pas, mais il faut savoir que c'est son jeu. Voilà. C'est sûr que c'est pas une torrent qui va être beaucoup plus prudente, qui va faire juste ce qu'elle sait faire, après c'est aussi une qualité. Hein. Et voilà, c'est vraiment deux profils complètement différents, avec donc du coup une équipe de France qui va un peu déséquilibrer vers la gauche, avec une imagerie qui va beaucoup monter, et voilà, le Sommer qui va décrocher ou qui va se porter à la hauteur de l'attaquante pour être à deux attaquantes devant. Donc voilà, le Sommer n'est vraiment pas une joueuse comment dire, qui va vraiment être une pure ailière. C'est une joueuse qui aime bien jouer en appui, décrocher, être un peu libre, électron libre. Et donc c'est pas du coup une joueuse de couloir. Donc voilà pour ce point. Bon, Sarah Body, on n'a pas eu grand chose à faire. Si les dégagements au pied, alors les commentateurs en parlaient, ben, quasiment tous ces dégagements au pied ont été ratés. Alors ils l'ont loué pour sa qualité au pied. Moi je trouve qu'elle est vraiment tendre là-dessus parce que voilà, elle rate beaucoup de ballons et surtout dès qu'elle est en danger, à chaque fois, ou quasiment tout le temps, il y a gros risque de relance ratée dans les pieds de l'adversaire qui peuvent amener à des buts, on l'a déjà vu. Donc Majri, je l'ai évoqué, dans l'axe Butel, Mbok, Butel très sérieuse, super titularisation, très bon match. Mbok aussi, avec sa qualité, elle par contre au pied, de transversale, quasiment tout le temps dans les pieds, hormis la dernière qu'elle a ratée, bon ça peut arriver, mais on sait qu'elle a une très grosse technique à ce niveau-là. À droite, bon, Torrent est très sérieuse, qui n'a pas fait plus, mais voilà, qui a été très sérieuse. Bon, ici encore une fois, le Mexique n'a pas beaucoup attaqué. Milieu de terrain, Guillaume, Henry, voilà, toujours très, très fort. Henry, la patronne du secteur défensif. Et on va le voir, le Sommer, patronne du secteur offensif. Devant, donc, le Sommer, pareil d'elle, voilà, comme je disais, la patronne du secteur offensif, qui est toujours là, aime bien avoir le ballon, c'est le garder, faire jouer les autres. Donc, comme Tiné aussi d'ailleurs. Voilà, le Sommer, toujours très, très précieuse, qui a remplacé au niveau du brassard Amandine Henry, qui est sorti. Donc voilà, les deux capitaines qui font bien leur rôle. Tiné, donc voilà, techniquement on sait qu'elle est toujours très juste, donc souvent très juste, donc pas de problème là-dessus. Moi juste petit bémol, c'est que j'ai trouvé qu'elle manque un peu de présence, donc j'aimerais la voir un peu plus. Voilà. De l'autre côté à droite, Cascarino. Alors c'est vrai qu'on a un peu parlé par rapport à la réaction de Diacre après le match. Mais moi j'ai trouvé qu'elle a fait plutôt un bon match, qui a été très volontaire sur son côté, des centres, 2 frappes en angle fermé quand elle est venue couper au deuxième poteau, repoussée par la gagne à chaque fois. Bon, c'est vrai que l'angle était très fermé, donc compliqué de marquer, mais bon, toujours dit qu'elle était là pour reprendre. Après, c'est vrai qu'elle a eu un peu de déchets, notamment une perte de balle un peu bête en première mi-temps. Bon, après, c'est sûr qu'elle doit faire mieux, mais bon, ça reste pas trop mal. On sait que c'est une joueuse qui a été gravement blessée justement en équipe de France il y a quelques temps. Et là, oui, c'est vrai qu'il faut qu'elle reprenne, qu'elle retrouve vraiment son niveau, qu'elle commençait à avoir juste au moment où elle s'est blessée. Donc voilà, à elle, à Lyon, en équipe de France, de remonter encore plus en régime, car on attend vraiment beaucoup d'elle, car c'est une joueuse très talentueuse. Donc devant, comme disait Diani, qui était vraiment très utile à l'équipe, notamment par sa vitesse et ses appels. Alors après, contre le Mexique, bon c'est très bien, mais je pense que contre les grosses équipes, là ça va être très compliqué, un peu comme une Ouley Sarr ou une Valérie Gauvin, bon, qui elle, c'est encore un autre problème, mais qui, vu son profil, pour moi, ne peut pas jouer tout seul dans un 4-3-3, toute seule pointe devant. Pour elle, ça va être un système à 2. Donc voilà, c'est un peu le problème qu'on a en équipe de France, chercher la buteuse tueuse. Bon, le Sommer marque des buts, mais je l'ai déjà dit, elle n'est pas une pure tueuse comme peut l'être Egerberg. Et là, justement, on avait Katoto, mais comme je l'ai évoqué juste avant, ça s'est très mal passé à la Coupe du U20. Donc comment elle va revenir mentalement surtout, ça c'est la grande question. Donc voilà pour cette équipe de France. Au niveau des entrées, Charlotte Bibeau a fait une entrée très agressive. Il faut qu'elle fasse attention à ne pas l'être de trop. Bon, je préfère plus une fille qui va être peut-être un poil trop agressive que pas assez. ACI sur le côté droit, bonne entrée on va dire. Et Kenzadali au poste du numéro 10, bon, pas assez de temps pour juger. Donc 4-0, on va dire un match assez convaincant. Bon, on peut faire évidemment bien mieux. Mais on a déjà vu bien pire. Bon, après, c'est pas non plus une excuse, mais c'est vrai que récemment, on a vu bien pire. Donc le non, c'est vraiment dans l'ensemble vraiment pas trop mal. Ça donne envie. On a vu une Corinne Diacre très exigeante. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Après, bon, sur sa fameuse réponse sur Cascarino, bon, c'est pas non plus méchant, rien de méchant. Juste, oui, vu que Karine Galli l'a interrogé en donnant l'exemple de 4 joueuses, en évoquant les joueurs d'expérience et les jeunes joueuses,
Bon, elle aurait mieux fait de répondre de manière plus globale que de répondre au début sur Cascarino, même si ce qu'elle a dit est vrai, qu'elle doit mieux faire. Voilà donc pour ça. Et dernière petite chose, aux commentaires, donc il y avait Camille et Billy qui avait déjà un peu commenté et qui là donc a commenté avec Denis Balbir et je l'ai trouvé vraiment excellente, très pertinente. On sait que c'est quelqu'un qui aime bien parler. J'ai pas trouvé qu'elle en a trop fait, donc pour moi c'était très bien. Et voilà, au niveau de tous les consultants et les consultantes du foot féminin, pour moi je pense que ça va être amené à être la meilleure. Parce qu'elle a vraiment des avis très pertinents, très bien expliqués, et, voix posée, donc pour moi vraiment très bien, à continuer. Donc voilà, je vous laisse avec les 4 buts de l'équipe de France contre le Mexique, dont le troisième magnifique de Ginny Le Sommer. Troisième but pour l'équipe de France, marqué par la numéro 9. Et après les équipes de France U20 puis senior, retour au pain quotidien qui est la D1 avec la reprise qu'il y a eu il y a quelques jours. Alors je m'excuse, c'est vrai que cette vidéo je la fais très tard, juste avant la deuxième journée, mais voilà, ça a pris un peu de temps, donc désolé pour le retard. Donc dans cette journée ont eu lieu 5 matchs sur 6, vu que le 6e Metz-Bordeaux a été reporté à la demande du FC Metz, vu que le FC Metz comptait 5 joueuses dans l'équipe de France U20 qui était à la Coupe du Monde, donc ne pouvaient pas disputer la première journée. Donc pour eux, évidemment, c'était plus problématique que d'autres clubs qui avaient juste une ou deux joueuses. Donc voilà, ce match Metz-Bordeaux a été reporté, et donc 5 matchs ont été joués. Donc 4 matchs le samedi, 1 le dimanche, vu que le format prévoit 5 matchs le samedi avec un match directeur, et un match le dimanche en décalé. Donc dans ces 4 matchs du samedi, il y a eu dans l'ordre donc Fleury-PSG, victoire du PSG 1-0, Dijon-Montpellier, victoire de Montpellier aussi 1-0, il y a eu PFC Paris FC Guingamp, victoire du Paris FC 2-0, et Soyaux-Rodez, victoire de Soyaux 3-1. Et le match du dimanche a vu la victoire écrasante de Lyon à Lille 0-8, avec 8 buts de l'Olympique Lyonnais qui a commencé encore une fois très bien sa saison. Voilà, donc au niveau de ce qu'on a pu voir, des commentaires qui ont déjà été un peu échangés, certains d'au moins s'attendent d'avoir une D1 dire scindée en 4 niveaux, avec le premier niveau, l'habituel top 3 avec Lyon, PSG, Montpellier, bon, avec Lyon encore une fois au-dessus des autres. Ensuite, deuxième niveau avec le PFC, avec Fleury et avec Bordeaux. Fleury et Bordeaux qui ont fait un gros recrutement clinquant. Bon, après, on le verra, mais attention, des fois, les gros noms, enfin, en tout cas, les gros noms pour ces équipes ne veulent pas forcément dire que ça va forcément bien marcher. On l'a vu, par exemple, la saison précédente avec Fleury, qui a mis voilà, quelques journées, 8 journées à commencer vraiment à prendre son envol. On a vu aussi que c'était le cas pour l'Olympique de Marseille pour sa première saison en D1, même s'ils sont redescendus du coup en D2. Donc voilà, le troisième palier qui sera pour moi Soyaux, Lille et Dijon, et le dernier palier avec Guingamp, Rodez et Metz. Donc voilà, 4 niveaux. Bon, après évidemment ça peut bouger, mais bon c'est un peu ce que j'envisage et ce qu'on a vu peut-être un peu sur cette première journée. Enfin encore, peut-être pas encore, mais ce qui devrait être dessiné selon moi. Chose notable, bon, c'est que Lyon est reparti sur les mêmes bases. Bon, Lyon a perdu des joueuses, mais c'est plutôt des joueuses qui entraînent dans la rotation. Lyon a conservé son 11 type avec quelques recrues. Donc Christiansen, une anglaise, une deuxième anglaise avec Lucie Bronze au milieu de terrain, milieu plutôt offensif. Avec une latérale gauche Caroline Simon, qui arrive en provenance d'Allemagne. Une gardienne aussi allemande pour être numéro 2 à la place de Pauline Perromagnin, Lisa Weiss. Donc voilà, donc Lyon voilà, va garder ou alors quasiment son 11 type. Avec peut-être pour l'instant moins de joueuses dans la rotation, quelques jeunes, mais voilà, ça reste toujours aussi fort. 8-0 à Lille, voilà.
Par contre, pour le PSG et pour Montpellier, ça a été beaucoup plus compliqué. Pour le PSG qui s'est imposé 1-0 sur un penalty litigieux vers la 25e minute. Penalty marqué par F. Périssé. Apparemment, le PSG a eu du fil à retordre avec cette équipe de Fleury en deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps aussi, Dijon a donné a priori beaucoup de fil à retordre au MHSC. Dijon aurait même a priori dominé cette deuxième mi-temps selon un suiveur dijonnais. Pour au final s'incliner 1-0 sur un but vers la 75e d'Eker, suite à un corner et à un centre par la suite. Decker qui a marqué suite à un ballon qui a été remisé. Donc voilà, mais toujours est-il que Dijon, pour un promu, ne perde chez soi que 1-0 en ayant pour même plutôt dominé la deuxième mi-temps face à Montpellier. Ça reste vraiment une super belle performance, donc à suivre par la suite. Ensuite, le PFC a battu Guingamp 2-0 avec, de ce que j'ai pu voir très rapidement au niveau des buts et d'un résumé court, un gros match de la nouvelle recrue finlandaise Lina Sällström devant, puisque le PFC a recruté 3 joueuses offensives avec Sällström, Ekbogun et Abam. Eux qui avaient des problèmes dans ce secteur-là, qui recrutaient très peu, voire pas du tout les années précédentes, et qui leur ont marqué le coup en recrutant 3 joueuses. Donc voilà, Sällström, une joueuse à suivre, qui a marqué le premier but, très beau but, et qui est à l'origine du deuxième but, un but contre son camp d'une Guingampaise, une défenseuse. Donc voilà, le PFC à suivre. Et dans le dernier match, Soyo a disposé de Rodez 3-1. Alors c'est un match où Soyo est plus ou moins, plus la maîtrise que Rodez. Mais Soyo s'est fait peur sur des contre-attaques, notamment sur le côté gauche de Rodez, qui par 3-4 fois était très dangereux. Et il a fallu que Roman Munich fasse des belles sorties pour éviter que Soyo prenne des buts, même si un but a été encaissé suite à un ballon long et un duel de la tête gagné, une remise, et Kans qui est passé dans le dos d'Aurélie Rouget pour venir mettre un petit piqué sur Roman Munich qui était sorti, mais qui là, pour le coup, n'a rien pu faire, avec une super finition de Laurie Kans. On connaît le niveau de cette petite, par la taille joueuse de Rodez, mais très, très habile techniquement, et voilà, très fine, et qui a bien su conclure. Mais Soyo par un éclairage qui avait préalablement ouvert le score, par sa toute première occasion du match, vers la 7e minute de jeu. Et c'est un Soyo qui est vraiment monté en régime jusqu'à la fin du match pour arracher la victoire avec tout d'abord un premier but de la capitaine, la Siga Tandia, un but à l'arrache au deuxième poteau sur un ballon rejoué par Pamela Dominga, une déviation, et deuxième poteau, Siga Tandia qui s'arrache devant Laetitia Philippe, la nouvelle recrue dans les buts de Rodez, pour marquer le deuxième but. Et le dernier but, c'est une frappe terrible d'Anna Clérac qui vient heurter la barre transversale, et au milieu de 3 défenseuses de Rodez, Laura Bourgoin avait suivi, a contrôlé et a tranquillement ajusté Laetitia Philippe à 2 mètres de sa ligne. Bon, très bonne entame des Charentaises pour ce pré-match qui va avoir un calendrier très compliqué avec Lyon, PSG et Montpellier dans les 5 premières journées. Donc ça va pas être de tout repos. Le coach charentais vise 6 voire 7 points vu qu'il y a un match aussi contre le FC Metz. Donc 6-7 points dans les 5 premières journées, c'est un objectif qui est assez ambitieux, mais voilà, Soyo c'est un club, même s'il ne dépend pas d'une structure pro-masculine, qui est un club qui reste encore une fois assez ambitieux, avec des moyens qui ont progressé, des joueuses qui commencent vraiment à se professionnaliser, avec des joueuses qui sont quasiment toutes sous contrat, donc voilà, c'est intéressant à suivre. Et donc globalement une saison de D1 qui va être vraiment très intéressante à suivre, une saison qui sera pour moi encore plus homogène, on va dire moins hétérogène. Bon, je pense qu'on verra toujours Lyon qui va peut-être mettre quelques gros scores de ci, de là. Bon, Lyon, encore une fois, logiquement, devrait être à part. On devrait voir le PSG et les Montpellier accrochés, bon, peut-être même battus sur certains matchs, avec notamment des clubs, comme je disais, comme le PFC, qui logiquement doit revenir un peu mieux que ces 2 dernières saisons, qui ont été quasiment les pires, voire les pires de son histoire, anciennement Juvisy, je rappelle. Fleury, Bordeaux, comme je disais, qui ont fait un gros recrutement. Et puis après, derrière, il y a des clubs comme Soyo, comme Lille, comme Dijon qui sont pas en reste, voire ceux que j'ai dit dans mon dernier palier qui sont Rodez, Guingamp et Metz. Pour Rodez, on l'a vu contre Soyo, ça reste encore pour moi assez juste. Alors à voir comment ça va se dérouler. Je l'ai dit, une grande gardienne a été recrutée, Laetitia Philippe, qui jouait plus à Montpellier, vu qu'elle est passée de première à 3e gardienne suite à sa blessure, et au recrutement de Kazé Murphy et de Menjara qui était recruté l'été passé. Donc voilà, très bonne recrue. Bon, après à voir ce que ça va donner. Guingamp qui a juste fait 2 recrues avec Oaro et Trichina de Rodez justement.
mais qui mise encore une fois beaucoup sur ses jeunes, donc alors que ça va donner, la saison dernière ça s'est joué juste sur un but de Marine Pervier en toute fin de match, dernière journée contre l'Olympique de Marseille qui ne jouait plus rien, donc ça fait quelques saisons que Guingamp est sur vraiment la corde, et après le FC Metz, qui jusque-là n'avait pas fait un gros recrutement, et puis qui d'un coup, à la surprise un peu de tout le monde, moi le premier, a recruté Marie-Laure Delis, alors super joueuse, 3e meilleure buteuse de l'histoire des Bleus, mais à voir si ça va suffire pour le FC Metz, parce qu'une joueuse ne fait pas non plus une équipe. Alors après, il y a aussi pas un peu comme Guingamp, beaucoup de jeunes joueuses. Justement, j'ai parlé des 5 joueuses qui étaient à la Coupe du Monde U20. Mais voilà, à voir comment on va se goupiller. Donc voilà, après, il est tout à fait possible que Metz fasse un bon parcours en D1. Après, pour moi, je les classe plutôt dans cette dernière catégorie, avec plutôt des clubs devant comme Soyaux qui, comme je disais, qui a fini à 7, 6 et 5e, justement 5e du dernier exercice. Bon, Lille qui était premier la saison passée, qui est quand même un bon recrutement. Dijon aussi un bon recrutement de joueurs qui connaissent un peu la D1. Donc après, à voir. Mais voilà, moi c'est ça que je vais retenir, c'est qu'encore une fois, hormis Lyon, je pense qu'on devrait avoir une D1 moins hétérogène. Alors, peut-être pas de suspense pour le titre, vu que je pense que Lyon est parti pour son 13e titre, encore une fois, mais peut-être des matchs plus serrés, avec plus d'enjeux. Encore une fois, on l'a vu cette première journée, donc à voir. Pour quelques équipes que j'ai pas évoquées dans les détails, au niveau du PSG, le recrutement me laisse encore à désirer, ça a recruté un peu tardivement, encore une fois, pas de gros noms. Wang Shuang, une recrue chinoise, à voir ce qu'elle va donner. A priori, c'est une super joueuse. Après, à voir sur l'intégration, qui n'est pas évidente pour des joueuses chinoises en France, même des joueuses étrangères, mais a priori plus particulièrement pour les joueuses chinoises. Donc à suivre, mais voilà, qu'un nouveau coach, Olivier Chouafny. Donc pour l'instant, au niveau du PSG, ça part vraiment doucement. Donc à voir ce que ça pourrait donner dans les gros matchs. Bon, Montpellier, toujours là, c'est vrai qu'on ne le dit pas assez, mais comparé à son petit budget qui est le grand maximum de 2 millions d'euros, Montpellier a des résultats qui sont vraiment énormes, justement comparé à ce budget. Et encore une fois, un recrutement assez intelligent. Et Montpellier qui est toujours là, on l'a vu dans les matchs amicaux contre des clubs qui sont UP chez les garçons, qui fait des bons matchs, Chelsea, Barcelone, notamment Bayern Munich. Donc on voit que le match est toujours là, toujours un bon niveau, donc ce sera toujours entre guillemets le poil à gratter des deux gros que sont Lyon et le PSG. Donc voilà, à voir ce qui pourrait arriver, mais voilà, moi je suis vraiment content de cette nouvelle saison, et puis je sens qu'il peut y avoir une petite étincelle justement avant cette Coupe du Monde qui va se dérouler la saison prochaine. Donc voilà, je vous laisse avec l'ensemble des 16 buts qui ont été marqués dans cette première journée, 8 par Olympique Lyonnais et donc 8 par le reste. Et voilà, bon visionnage des buts.
dernière petite chose pour la D1, avec le calendrier de la diffusion, pour cette deuxième journée, avec dès demain à 14h30 sur Canal Plus Sport, match directeur Lyon-Soyaux, sur la chaîne Foot Plus, toujours à 14h30, Montpellier-Bordeaux, Multisport 1, vous aurez Guingamp-Dijon, Multisport 2, vous aurez Metz-Fleury, Multisport 3, vous aurez Rodez-Lille. Et le dimanche à 15h, Canal Plus Sport, vous aurez le derby parisien avec le PSG qui va affronter le PFC. Donc PSG-PFC, dimanche 15h, Canal Plus Sport. Tous les autres matchs sont le samedi 14h30, comme vous le voyez sur l'affiche de Cœur de Foot que vous voyez ici. Et on reste dans le cadre de cette D1 pour vous parler du nouveau diffuseur, puis aussi tout d'abord des anciens qui sont Eurosport et France Télévisions, le nouveau étant Canal+. Donc au niveau des anciens diffuseurs, j'étais toujours d'ailleurs en colère par rapport à ce qui a été fait. Bon, c'est vrai que France Télévisions n'avait pas promis la lune, c'était toujours dans ces 4-5 diffusions par saison. Donc voilà, donc c'est très bien pour les supporters des grands clubs, mais bon, pour les petits clubs, ils n'étaient jamais diffusés sur France Télévisions, à moins exceptionnellement, par exemple pour le cas de Soyaux, de bénéficier des 4 saisons du sport féminin, ou certainement des 24 heures du sport féminin, avec un semi-finale de Coupe de France contre le PSG, Soyaux qui n'était jamais diffusé jusque-là et qui avait été diffusé ce jour-là par Eurosport et par France 4. Donc c'est pour vous dire un peu les bizarreries. Et Eurosport qui par contre lui de son côté avait promis pas mal de choses pour au final se retrouver au fur et à mesure des saisons à baisser en termes de nombre de diffusions. Sauf la dernière saison, c'est remonté. Mais encore une fois, beaucoup de promesses pour nous expliquer qu'il fallait des stades remplis pour pouvoir diffuser. Pour au final diffuser un PSG Muret par exemple dans un stade Charity quasiment vide. Bon, j'ai rien contre l'équipe de Muret. Mon Muret à l'époque c'est vraiment le tout petit poussé. Donc voilà, c'est un exemple parmi d'autres de ce que Eurosport a pu dire et a pu faire. Bon, dans la réalité des choses, c'était que voilà, tout petit budget, donc il fallait pas trop se déplacer loin de Paris, parce qu'on a pu voir des diffusions de Paris, d'ici, des Moulineaux, mais voilà, pas faire de frais pour aller dans des clubs comme Soyaux, Rodez ou Albi, ou alors vraiment, comme je disais, quand ils ne pouvaient pas faire autrement pour les 4 saisons du sport féminin. Donc voilà, beaucoup de choses promises, mais au final, très peu de promesses tenues au niveau des engagements, même s'il y a quand même eu un bon mag le lundi soir à l'époque. Après moi c'est vraiment contre les patrons que j'en ai, parce que les journalistes n'ont aucun problème, ils ont fait leur travail très professionnellement, aucun souci par rapport à ça, mais c'est au niveau des patrons qui ont promis des choses pour au final, comme je disais pour Soyaux, finir quoi que sur 3 diffusions en 5-6 saisons. Et d'autres clubs aussi ont connu ça. Bon, évidemment les plus gros clubs ont eu plus de diffusion. Donc voilà pour ce bilan rapide qui pour moi m'a vraiment mis en colère, parce que du coup moi j'ai fait des diffusions en direct. J'ai permis à des gens de pouvoir voir Lady Soyaux, chose que Eurosport là, a quasiment pas faite. Donc c'est vraiment dommage d'en être arrivé là. Heureusement, Canal a acquis des droits pour plusieurs saisons. Et avec Canal, alors là, changement de tout au tout, on n'est plus sur une quinzaine de matchs diffusés par saison. Là, on est sur l'intégralité des matchs. Et alors, je m'attendais peut-être pas forcément à l'intégralité, mais dire au moins chaque équipe soit diffusée, on va dire 3-4 fois. Mais là, c'est vraiment l'intégralité de tous les matchs. Bon, évidemment, tous les matchs vont pas être diffusés sur des grandes chaînes, mais au moins ils seront tous diffusés. Donc ça peut être, donc là on a commencé par Canal Plus Sport et les canaux Multisport, donc Multisport 1 à 6 et Foot Plus. Donc voilà pour les chaînes. Après il peut y avoir des diffusions pour les vraiment très gros matchs éventuellement sur Canal Plus, C8, donc c'est vraiment les chaînes du groupe Canal. Donc voilà à suivre. Après par contre, pour la première journée, bon, il y a eu diverses choses, divers points positifs et négatifs. Je commençais par les points négatifs que j'ai remarqués. Bon, j'ai un petit point technique à Soyaux, l'échafaudage qui était monté était a priori bien trop, donc il y a un problème au niveau d'un poteau de corner pour pouvoir cadrer, et puis aussi pour viser sur le bas à ce niveau-là. Mais bon, ça sera corrigé par la suite avec une nacelle, donc ça c'est rectifié, pas de souci. Toujours au niveau de Soyaux, à la base, le match devait être diffusé sur Multisport 4, et suite
au match reporté entre Metz et Bordeaux, il a diffusé sur Multisport 3 à la dernière seconde. Donc ça aussi, il faut faire un peu attention pour ceux qui sont abonnés, de bien tester tous les canaux multisports, éventuellement s'il y a un changement dernière minute. Parce qu'il y a un programme, vous le verrez par la suite, qui est annoncé, et qui peut éventuellement changer à la dernière seconde. Donc ça encore, attention. Donc voilà, au niveau des diffusions, donc le principal problème, c'est que donc, tous les matchs sont bien diffusés, mais le problème c'est que tous les matchs ne sont pas pour l'instant disponibles en replay. Les seuls matchs qui sont disponibles en replay sont les matchs qui sont diffusés sur Canal+ Sport. Tous les matchs qui sont diffusés sur Foot Plus et sur le Multisport 1 à 6 sont pas encore disponibles en replay. Alors, soi-disant, du côté de Canal, on y travaille. Alors, je sais pas combien de temps il faut pour que ce soit disponible en replay. S'il y a des choses qui peuvent bloquer, techniquement, mon Canal, je pense que c'est un gros groupe, je pense que c'est quand même assez aisé de le faire. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de manière juridique qui bloquerait ça? Je sais pas. Bon, soi-disant, selon Laurent Jaoui, c'est encore en discussion. Mais bon, pour moi, c'est hyper important parce qu'évidemment, personne ne peut suivre en même temps plusieurs matchs, ou à moins de faire son propre multiplex, parce que le match du samedi, c'est un match directeur, et on voit juste les buts des autres matchs, on voit pas les principales actions, c'est pas un multiplex comme peut le faire Beansport le samedi soir pour la Ligue 1. Donc après, malheureusement, pour l'instant, par exemple, Soyo Rodez, à moins de l'enregistrer, vous pouvez pas le revoir. Et l'enregistrer, c'est ceux qui sont abonnés à Canal, mais avec réception par satellite. Ceux qui ont réception uniquement par internet ne peuvent pas enregistrer. Et ça, c'est mon cas. J'ai pris le décodeur et un disque dur externe, et pour l'instant, je ne peux pas non plus enregistrer. Donc, c'est un problème à ce niveau-là encore. Donc, à voir comment ça va évoluer par la suite. Après, le discours, le mot d'ordre des canaux, c'est il faut leur laisser du temps. Bon, je ne sais pas s'il faut énormément de temps pour que ça soit disponible en replay. Pour moi, c'est vraiment une question de volonté. Donc à voir, au niveau des problèmes, je parlais des replays, donc le match Lille-Lyon, seulement diffusé sur Canal+ Sport, est disponible en replay, sauf qu'il manquait toute la première mi-temps sur Canal à la demande, parce que vous pouvez retrouver les matchs, donc comme je disais, diffusés sur Canal+ Sport, et donc il y a le super reportage d'ailleurs d'avant-match sur les Lyonnaises aux États-Unis, et après c'est parti en pub, ça a coupé, c'est revenu juste sur la mi-temps avec l'interview de Corinne Diacre, donc toute la première mi-temps a été zappée, donc là c'est aussi gros problème. Pour le coup, c'était un problème technique, donc là, ça se règle assez vite. Alors, c'est un peu dommage que pourtant, que ça a été signalé que ça n'a pas été réglé. Donc voilà pour ça. Donc que dire encore? Oui, donc le premier match qui devait être diffusé le samedi, qui était Fleury-PSG en match directeur sur Canal+ Sport, l'a pas été, puisque c'est la F1 qui a été diffusée. Canal a préféré mettre la F1, les qualifs de F1 du Grand Prix plutôt que la D1. Bon, ça a été comme diffusé sur Foot Plus. Après, le problème, c'est juste, comme je dis, pas disponible en replay. Donc problème par rapport à ça. Donc voilà, pour la deuxième journée, c'est le match Lyon-Soyo qui va être bien diffusé le samedi à 14h30. Donc match directeur avec les buts en même temps des autres matchs. Donc ça va commencer match directeur et but des autres matchs sur Canal+ Sport samedi 14h30 pour la prochaine journée, la deuxième. Donc voilà. Ensuite, pour ce qui n'a pas été non plus, il était prévu dans le match de Ligue 1 de samedi à 17h de montrer les buts, tous les buts qui ont été marqués le samedi, chose qui n'a pas été le cas vu que les buts de Soyo Rodez ont été oubliés. Donc après, cette vidéo était mise en ligne sur Canal à la demande, mais sans les buts de Soyo Rodez. Donc ça, encore une fois, pour moi, c'est juste un problème professionnel. Là, il n'y a pas de temps à laisser, logiquement, on devrait avoir tous les buts. Donc ça, par contre, les buts, lors de la mi-temps du match de Ligue 1 à 17h, donc c'était Paris-Angers, donc promesse qui n'a pas été tenue, et aussi sur le Canal Football Club le dimanche soir, donc là on avait vraiment tous les buts. Et du coup, on a juste vu à deux têtes 3 buts de Lyon contre Lille, et le penalty du PSG contre Fleury, et tout le reste zappé. Alors pourtant ça a été annoncé de montrer tous les buts. Alors je demande pas les résumés complets de tous les matchs, mais au moins les buts, et les buts à tout casser, ça prend 4-5 minutes. Vous allez le voir, je vais vous montrer les buts à la fin, non pardon, je vous ai montré les buts juste avant. Ça prend 4-5 minutes, c'est vraiment très rapide, pas besoin de s'apesantir davantage sur les principales actions, on demande vraiment l'essentiel. Et voilà, donc logiquement, ça pourrait être fait. C'est encore une fois une question de volonté. Donc voilà pour ça. Donc ça sera un peu dommage. Je prends le cas donc de Soyo Rodez, match auquel j'ai assisté. Et du coup, il a fallu que j'aille trouver à la fin donc, en replay à la fin du match entre Lille et Lyon.
parce que je ne savais pas, mais il a fallu que je cherche, donc c'est là que j'ai trouvé les buts de ce match Soyo-Rodez, parce que donc ces buts n'ont pas été montrés le samedi, ils ont été montrés le dimanche, et du coup après Lille-Lyon, et donc ni dans le CFC, ni après le match du samedi, à la mi-temps du match du samedi. Donc voilà, donc il faut vraiment chercher, gratter, parce que du coup, ces buts-là, ils ne figurent pas sur la plateforme Canal La Demande. Mais heureusement, ils figurent bien avec un petit résumé sur la chaîne YouTube D1 Féminine officielle. Alors là, encore une fois aussi, attention à ces résumés-là, parce que des fois, ils sont vraiment pas très bien faits. Je prends l'exemple du match de la saison passée entre Soyo et le PFC. Le PFC qui a fait que 2 barres de suite sur la même action. Donc plus chaud d'action de ce match-là, il n'y a pas, hormis les 2 buts qu'il y a eu, vu qu'il y a eu un partout. Et cette action n'a pas figuré dans le résumé. Alors que pourtant, dans le résumé, il y a eu des frappes de 20-25 mètres dans les bras de la gardienne qui a capté tranquillement. Donc des fois, je demande ceux qui font le résumé s'ils connaissent le foot ou pas. Mais voilà, donc au niveau des réussites pour cette première journée du diffuseur, on a vraiment des super reportages. On a pu voir donc les Lyonnaises aux États-Unis, les Parisiennes donc durant leur préparation. Donc voilà, comme je disais, on débattait un peu sur Twitter, ça commence évidemment par les gros clubs. Et voilà, pour attirer du monde, ils n'ont pas commencé par les plus petits clubs moins huppés. Donc voilà, ça commence évidemment par les gros, donc Lyon qui a gagné 3 fois de suite la Ligue des Champions, qui 12 fois de suite à la D1, et aussi donc le PSG, donc, qui sont évidemment des clubs médiatiques. Et donc du coup, on a vu le démarrage du MAC de la D1, donc à retrouver sur Canal Plus Sport tous les mercredis soirs à 22h30, de 22h30 à 22h45. Un démarrage donc très bien, avec en présentatrice Grace Gayoro. Ça a commencé par un inside sur le match Soyo-Rodez, donc du point de vue de Soyo, avec une victoire donc, de Soyo 3-1. Puis ensuite, interview courte de Grace Gayoro. Un portrait de Gaëtan Tiné. Bon, Gayoro, Tiné, on le connaît un peu, bon, surtout Tiné, donc voilà, c'est pas trop une découverte, donc surtout Tiné. Et pour finir, donc des joueuses qu'on connaît beaucoup moins, un défi pour la Vente Guingamp, donc avec un but, avec une bâche avec 4 trous, donc 4 extrémités, donc les 2 lucarnes, et puis donc en bas à gauche, en bas à droite. Et donc l'idée, c'est que pour chaque club, en fait, c'est de battre le record de temps en marquant sur chacune des zones. Donc il y a 4 joueuses, et l'idée, c'est de mettre un ballon dans chaque zone, peu importe la joueuse, en un minimum de temps. Donc voilà, c'est vraiment super idée. Pour finir, c'est un petit défi. Donc voilà, c'est un match qui a duré 13 minutes. Donc voilà, comme je l'ai dit, c'était court, simple, mais vraiment très 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 efficace. Comme je l'ai dit, on ne demande pas des méga reportages, même si ça a été fait. Mais voilà, un petit truc de 13 minutes, on découvre les joueurs de l'AJ Soyo. Les gens les connaissaient très peu, voire pas du tout, les joueurs de Guingamp. Bon, Gayoro et Tiné un peu plus connus, mais voilà, c'est vraiment super. Donc voilà, très bon démarrage pour ce mag là. Et du coup, je vous ai fait un petit résumé des principales choses qui ont été montrées dans ce magazine, un résumé de 6 minutes en gros, et je vous mets le lien complet de ce mag dans la description, parce que ce mag, ça c'est une très bonne chose, il est disponible en replay sur la chaîne D1 Féminine officielle. Ça c'est pour les gens qui ne seraient pas abonnés à Canal, en tout cas Canal Plus Sport, parce qu'il faut vraiment t'abonner à Canal Plus Sport pour pouvoir le voir en replay. Donc voilà, c'est super. Allez sur la chaîne YouTube D1 Féminine officielle, mais bon, le lien est en description, et vous trouverez logiquement tous les magazines qui seront diffusés tous les mercredis à 22h30 sur Canal Plus Sport. Voilà, donc je vous laisse donc avec ce résumé de ce mag qui dure 6 minutes. Salut à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce premier numéro de D1 Le Mag. Tout de suite le sommaire, et on se retrouve un peu plus tard pour mon interview décalée. D1 Le Mag épisode 1, c'est parti. Cette semaine dans D1 Le Mag, Inside dans les coulisses de Soyo. L'interview de la milieu de terrain du PSG, Grace Gayoro. Le portrait de l'attaquante du Paris FC, Gaëtan Tiné. Et le défi avec les joueuses de l'En Avant Guingamp. Si on veut vraiment se mettre en confiance, ça commence aujourd'hui. Bravo! Putain, mais sérieux. Fallait me laisser conduire. Ça sera coupé, ça, j'espère. Non, non, non. En plus, je vais aller balancer à tout le monde. Le dernier petit moment de détente avant de rentrer au vestiaire, parce qu'après, on range les téléphones, on éteint. Lâchez-vous et surtout, je veux voir une équipe de guerrières.
pour Soyaux et Bibi. À vous de faire le nécessaire pour que ce match il tourne en votre faveur. On marque un but. Et là, c'est possible. On va le faire. Ça passe. C'est annoncé. C'était bien, mais j'ai pris un carton jaune. Ça fait plaisir et ça monte une confiance du club. Et j'ai beaucoup de satisfaction et je suis très heureuse aujourd'hui. On a l'impression que je suis décontractée quand je joue, mais bon, la force tranquille sur le terrain, mais en dehors, c'est un peu la folle, celle qui met l'ambiance. Et quand je marque, j'aime bien tirer la langue. Et merci. Ce que j'aime, c'est m'organiser, c'est répondre à des objectifs, manager une équipe. C'est des choses qui, pour moi, sont formatrices en tant que personne, donnent confiance dans d'autres domaines que le foot. Je pense que j'ai un côté un peu hyperactif et j'ai besoin d'avoir d'autres objectifs qu'uniquement ceux liés à l'univers sportif. C'est drôle parce qu'il y a une dizaine d'années, quand moi j'étais ici, Gaëtan m'avait dit, il est venu dans mon bureau, il m'a dit, mais un jour, je serai dans ton bureau et on travaillera ensemble. Ça, c'est la force et la puissance de Gaëtan. Je prends plutôt bien soin de moi. Et c'est vrai que j'ai un réseau et des compétences autour de moi comme Benji qui permettent de pouvoir éviter les blessures. J'aime ce club, j'ai jamais voulu partir parce que je me construisais avec, parce que j'ai l'impression de faire partie du projet à part entière. Gaëtan, oui, on peut parler de relais parce que ça fait maintenant plus de 10 ans qu'elle est au club, elle maîtrise les codes du club. Ça permet aux jeunes de s'appuyer sur son expérience et aussi de prendre beaucoup auprès d'elle. C'est quelqu'un qui prend ses responsabilités de façon naturelle, donc sur un terrain c'est important. Gaëtan est comme ça et c'est très important d'en avoir dans une équipe et il n'y en a pas énormément. L'équipe de France, c'est une vraie histoire d'amour. C'est peut-être ce qui permet cette longévité, mais là, je viens d'être prise. J'ai l'objectif de la Coupe du Monde. Je suis motivée comme jamais. Ouais, je suis une petite jeune dans ma tête. Combien? 7? Eh oui! 3. J'ai mis la première en haut à droite. Ouais, les deux à gauche. C'est elle qui nous a gagné, elle nous a fait gagner. Voilà, D1 Le Mag, c'est fini pour aujourd'hui. On se quitte en musique avec MMM de NASA. Rendez-vous la semaine prochaine avec une autre joueuse à ma place. À bientôt, salut! On va mouiller le maillot. On va mouiller le maillot. Petit détour vers le foot masculin, avec un avis sur deux coachs, Didier Deschamps et Bruno Genesio. Tout d'abord, Didier Deschamps. Donc à moins que vous viviez dans une grotte, vous savez très bien que l'équipe de France a gagné cette deuxième Coupe du Monde cet été, en battant la Croatie en finale 4-2. Donc voilà, je vous parle de Didier Deschamps et son style. Moi, c'est un style que j'apprécie pas vraiment. Après, l'équipe de France a gagné la Coupe du Monde, c'est magnifique. Émotion exceptionnelle, évidemment, pour cette deuxième étoile. Mais après, maintenant qu'on est moins à chaud et beaucoup plus à froid, pour analyser ce que produit et propose Deschamps, il faut vraiment sortir de cette émotion, parce qu'évidemment on est tous d'accord, encore une fois je le répète, c'est génial pour la France, pour nous supporters, c'est magnifique, on a fait une belle fête et tout, mais maintenant il faut analyser ce que propose Deschamps, et moi c'est un style de jeu qui ne me convient pas. Moi je préfère vraiment le style de jeu, que ce soit Guardiola ou Bielsa, dans n'importe quelle division, d'ailleurs Bielsa et en première chip, donc avec Leeds en Angleterre,
Et Guardiola donc au sommet de la première ligue avec Manchester City, et donc là c'est un style de jeu où ce sont des équipes qui sont ambitieuses, qui sont elles-mêmes protagonistes du jeu et sont elles-mêmes qui vont créer du jeu et qui vont procurer des choses, procurer du spectacle, surtout ce qui est important pour moi, alors que Deschamps, on sait bien qu'il place ce résultat avant tout et peu importe la manière dont il va l'obtenir. Voilà, Deschamps, c'est un style assez défensif, voire défensif, qui va très rigoureux et qui va beaucoup jouer sur le contre, donc avec des Français qui sont assez rapides, notamment Mbappé, on l'a vu. Donc voilà, après c'est un style donc, qui a gagné sur un tournoi, donc ça, bravo Deschamps, c'est magnifique, aucun problème. Le truc, c'est que si ça gagne pas, on se demande à quoi ça a resservi, à quoi ça a servi, pardon. C'est comme à l'Euro 2016, ça a été à chaque fois à l'arrache et tout. Et au final, c'est le Portugal qui gagne. Bon, le Portugal qui a aussi pas été très beau. Donc voilà, après, c'est vrai qu'il y a eu des critiques sur le Portugal, critiques négatives sur le Portugal. Mais nous, est-ce qu'on est forcément plus beau que le Portugal? Peut-être un tout petit peu, mais pas beaucoup. Hein. On n'a pas un style de jeu vraiment à faire rêver, quoi. Après, encore une fois, ça gagne. L'émotion est là, on s'en fout pas, ok. Mais à froid, voilà, c'est un style de jeu, moi, qui ne me convient pas trop. On le voit avec Giroud devant. Bon, vu les joueurs qu'on a, peut-être qu'un autre sélectionneur ferait différemment. Voilà, Deschamps et Giroud, c'est des hommes, hein, deux collectifs. Donc voilà, c'est vrai que Deschamps pense vraiment beaucoup à son groupe. Et donc voilà, c'est une manière de fonctionner, de bien être solide, rigoureux, bien en place. Donc voilà, c'est ça sa méthode. Après, encore une fois, moi je préfère d'autres styles avec du spectacle, du jeu, et pour moi c'est ce qui manque terriblement avec Deschamps. Et le fait de dire ça, comparé à ce que j'ai pu lire quelques fois, c'est pas du tout être entre guillemets un traître à la patrie. On a le droit de dire qu'on n'aime pas forcément le style de jeu de Deschamps, et en même temps être content d'avoir gagné la Coupe du Monde. On va pas le renier. Mais après, moi si ça avait été dans un autre style, j'aurais préféré. C'est pas parce qu'on a gagné avec ce style de jeu qu'on n'aurait pas pu gagner avec un autre. Après, ça a gagné avec ce style-là, très bien, super. Donc voilà, tout ça pour dire que moi je suis fan d'un autre style de jeu et que le style de Deschamps, après c'est vrai que sur la durée c'est un peu ennuyant. Sur un tournoi ça passe, sur un championnat je suis pas sûr que ça puisse passer parce que c'est un championnat assez long et un tournoi c'est des matchs couperés sur la fin, donc ça peut jouer des fois des détails, donc voilà. Après bravo à Deschamps pour le fait qu'il ait gagné des titres, mais après son style de jeu moi il me convient pas. Donc voilà, c'était mon premier avis sur Didier Deschamps. Et je poursuis avec Bruno Genesio. Alors Bruno Genesio, moi ce que je note depuis un certain temps, c'est que c'est vraiment dingue la différence de traitement entre d'un côté les médias sportifs et de l'autre côté les supporters lyonnais que je lis sur Twitter, où d'un côté on a des supporters lyonnais qui en peuvent vraiment plus de ce qu'ils voient sur le terrain, d'un point de vue collectif, avec un problème au niveau du jeu, ce qu'ils appellent eux entre guillemets la bouillie de foot régulière qu'ils voient, avec souvent, selon eux, des individualités qui vont sauver les matchs de Lyon, et de l'autre côté les médias qui relaient très peu les mêmes choses que les supporters lyonnais, et qui ont souvent tendance à défendre Bruno Genesio bec et ongles. Et ça, cette différence totale d'avis, je trouve ça vraiment frappant, qu'il y a encore une légère différence, ok, mais là c'est vraiment limite deux camps qui s'opposent, alors pourtant les premiers concernés sont les Lyonnais, avec un coach qui est en plus un pur lyonnais. Donc je vois pas l'intérêt que la majorité des supporters lyonnais, parce que c'est une majorité, il y a quand même une minorité qui supporte et derrière Bruno Genesio, mais une majorité des supporters lyonnais ont vraiment de plus en plus de mal avec ce coach-là, parce que pour eux, il ne progresse plus, et c'est ça leur problème. Sur le terrain, ils ne voient pas vraiment de fond de jeu, ils n'arrivent pas à avoir de spectacle, et eux, ils ont des exigences, parce qu'il faut rappeler que même si le PSG a un énorme budget comparé à Lyon, Lyon a aussi un énorme budget comparé au reste des équipes de Ligue 1. Et Lyon, en cette première partie de saison, a déjà perdu 6 points contre des clubs comme Reims et Nice. Donc c'est des clubs qui sont à sa portée. Lyon a un plus gros budget qu'eux, et Lyon a déjà perdu 6 points sur le PSG. Donc voilà, les supporters lyonnais sont exigeants. Après, le seul problème que j'ai avec ça, c'est que ils remettent beaucoup trop de choses sur Genesio, alors que le premier responsable, c'est Jean-Michel Aulas. C'est le décisionnaire, et c'est lui qui devrait faire passer un cap à son club en mettant un coach différent. Et Jean-Michel Aulas a toujours protégé Bruno Genesio, et puis en plus des fois à raconter des choses un peu plus grosses que lui, malheureusement, il met son coach en difficulté. Et
du côté médiatique, hormis dans l'after-foot sur RMC, Daniel Riolo et Jean Bretagne, qui sont aussi exigeants avec cet Olympique Lyonnais de Bruno Genesio, tous les autres défendent Beck et Bruno Genesio. Alors je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que c'est un coach français, parce que pour Bielsa et Emery, là il n'y a pas eu de pincette de prise, quoi. C'est deux coachs qui ont été flingués régulièrement, ce qui n'est pas le cas de Bruno Genesio. Bon, je ne demande pas qu'il soit flingué, mais je demande, pour moi ce serait logique de voir deux points de vue qui se rapprochent. Je ne dis pas qu'ils soient identiques, mais qui se rapprochent. Et voilà, et puis donc ça a été accentué par l'agression verbale qu'a subi, a priori verbale qu'aurait subi Bruno Genesio à l'anniversaire de sa fille, fêté à Lyon, par ce qu'on peut appeler, si c'est bien le cas, un abruti. Et du coup, les médias se jettent dessus pour dire que du coup, voilà, les supporters de foot sont des méchants, et que ceux qui critiquent négativement Genesio, limite, maintenant, ils auraient plus le droit de le faire, parce que ça créerait un climat très très nauséabond. Et moi, j'ai envie de dire, c'est pas j'ai envie si je vais le dire, c'est pas parce qu'il y a des abrutis, il faut en tout cas un abruti, que les gens qui critiquent négativement, que ce soit X ou Y coach, n'auraient plus le faire. D'ailleurs, on critique positivement, c'est la même chose. Voilà, les médias qui défonçaient Bielsa et Emery ne se sont pas souciés qui est tel ou tel déséquilibré, qui agresse verbalement un des deux coachs. Donc voilà, il faut être cohérent. Après, évidemment, on peut continuer à critiquer positivement ou négativement Genesio dans notre cas, mais c'est pas pour autant qu'on va faire que des déséquilibrés, des abrutis vont aller agresser verbalement Genesio. Voilà, ceux qui ont fait ça, j'ai dit, c'est intolérable. Si c'est bien le cas, c'est un abruti. Et on n'a pas à réagir comme ça quand un coach est en famille. Après, donc c'est bien les marques de soutien, c'est très bien. Après, on peut continuer à critiquer positivement ou négativement le coach. Et donc dans notre cas, majoritairement négativement pour les supporters lyonnais, qui eux se retrouvent de moins en moins dans ce qu'ils voient. Donc voilà. Donc c'est vraiment cet écart terrible entre les médias sportifs, quasiment tous, et la majorité des supporters lyonnais que je voulais noter en cette fin de vidéo. Et je finis par la Coupe de France masculine, Coupe de France qui a démarré au niveau Ligue ces 2 derniers week-ends. Je suis avec le club du club sportif de Saint-Michel. Saint-Michel étant une ville limitrophe d'Angoulême, Angoulême étant à 100 km au nord de Bordeaux et 100 km au sud de Poitiers, en gros, à l'ouest de la France. Le 16 Saint-Michel est un club de 2e division de district, du district de la Charente. Il a rencontré au premier tour l'équipe de Chanteclair, Bordeaux, Nord-le-Lac, donc comme son nom l'indique, une équipe de Bordeaux, de première division. Match remporté 1-4, donc à l'extérieur, par les rouges et noirs de Saint-Michel. Deuxième tour, Saint-Michel s'est encore déplacé, cette fois-ci en Dordogne, entre la Dordogne et la Gironde, contre une équipe de Gironde, AS Pays de Montaigne et Gurson, une équipe aussi de première division. Et le 16 Saint-Michel s'est imposé en toute fin de match 1-3, donc 2 buts en toute fin de match. Les buteurs du premier match, Arnaud Cousin de la tête, Jérémy Vergnon, un doublé d'Alexis Hayes. Et au deuxième match, encore un premier but de Jérémy Vergnon, un but de Jean-Baptiste Bouilly, reconverti pourtant défenseur axial pour ce match, en raison de la suspension justement au match précédent du capitaine Thomas Dezafi, et un dernier but de l'intenable Jérémy Vergnon, qui a pourtant résisté à la main hors surface du gardien et au tacle qui a fait tout emporter du défenseur axial des Girondins, mais il a réussi à tenir debout et à marquer le 3e but. Donc voilà, Saint-Michel a passé les 2 premiers tours. Au 3e tour, ça va être très très compliqué vu que le 16 Saint-Michel va recevoir l'UA Cognac. Cognac est un club de Régional 1, anciennement division d'honneur, donc ce qui équivaut au premier niveau régional. Cognac étant dans la poule B, vu qu'il y a 3 poules dans la Ligue de Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà, donc très 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 gros morceau pour le 16 Saint-Michel. Et normalement, si tout se passe bien, donc le match a lieu dans une semaine, je serai en capacité de diffuser ce match en direct sur Internet. Donc je donne rendez-vous dans une semaine, samedi soir à 8h, 20h du soir. Match 16 Saint-Michel, UA Cognac en Coupe de France, 3e tour, niveau Ligue Nouvelle-Aquitaine. Donc soyez bien tous là. Tout de suite, retour en vidéo sur ces 2 matchs, SP Chanteclair Bordeaux Nord-le-Lac contre 16 Saint-Michel et AS Pays de Montaigne et Gurson 16 Saint-Michel. Premier match, victoire du 16 Saint-Michel 1-4. Deuxième match, victoire du 16 Saint-Michel 1-3. Et voici donc les buts de ces 2 matchs. Carriot qui rouge en place.
est bonne. Les duels, il a raison. Super, Jaël. Vas-y, monte, tu sais jouer au foot, toi. Fais quelque chose, Arnaud. Allez, Pépère, allez. C'est pas fini les rouges. C'est pas fini les mecs. Jusqu'au bout. Allez. Bien joué mon Pépère. Il arrête pas de Et je finis cette vidéo en remerciant tous ceux qui m'ont complimenté sur la qualité de mon travail. Donc c'est vraiment sympathique de votre part, j'essaie de faire au mieux, donc tout seul en faisant des lives, des petites vidéos, des petits résumés, des buts, des petits clips aussi, des interviews d'après-match. Donc voilà, et donc là voilà un nouveau format avec mes avis personnels, donc j'espère que ça vous plaira. Donc par la suite je vais essayer de m'améliorer. Là c'est vrai que ça a été un peu long car j'ai regroupé pas mal de choses, mais dans le futur je ferai des vidéos plus régulières, donc avec moins de choses. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis rendez-vous à la prochaine.